Bien, j'aimerais d'abord en votre nom à tous remercier la ténacité de l'organisation. Peace Event a tenu à organiser ceci et malgré tout ce qui a pu être dit et ce qui s'est passé ces derniers jours, ont maintenu la conférence et nous sommes ici dans des conditions tout à fait extraordinaires. Alors je ne sais pas si vous êtes fou d'être venu ce soir ou si vous avez été mandaté par votre maire pour me souhaiter la bienvenue à Bordeaux. Puisque j'ai eu des propos contradictoires, je vous remercie de votre présence. Comme il vous a été dit et par rapport aux propos de ce soir, moi je ne suis pas dans un meeting politique. Le sujet est trop important pour qu'on applaudisse chaque fois qu'une idée nous plaît. Et mon rapport aux applaudissements est tout à fait particulier parce que je sais, c'est culturel et il n'y a rien de mal à applaudir l'organisation qui prend tout ce que vous donnerez. Mais dans la réflexion et dans l'idée, je suis beaucoup plus pour une attitude de réflexion et j'ai depuis longtemps envie de donner des conférences comme on lit un livre. Et quand une idée vous plaît, encore une fois, vous l'écoutez, vous la faites vôtre ou vous ne la faites pas vôtre si elle ne vous plaît pas, mais c'est une réflexion dans le silence plutôt que des applaudissements dans l'émotion. Et en particulier aujourd'hui, nous avons besoin de raison, de rationalité et de raison raisonnable plutôt que d'émotivité dans un sens ou dans l'autre. Donc s'il vous plaît, le temps de la conférence, comme ça nous fera aussi gagner un peu de temps, essayez de ne pas applaudir et garder également le temps qu'il sera imparti à la fin pour les questions pour pouvoir dire ou poser les questions que vous voudrez sur ce que vous aurez entendu. Un mot, mais qui sera extrêmement court sur toute la polémique qu'il y a eu ici dans la région et qui semble me précéder partout où je vais aujourd'hui en France. Je pensais qu'après 10 ans ça s'était calmé. Il se trouve que chaque fois que des élections approchent, certains retrouvent de l'intérêt à ma diabolisation. Souvenez-vous, lors des précédentes élections, il y avait eu une passe d'armes où Sarkozy m'avait reproché de soutenir Hollande juste parce que j'avais dit que je ne le soutenais pas lui. Mais je n'ai soutenu personne en particulier, mais effectivement, je ne soutenais pas Sarkozy, ni avant ni maintenant. Et de nouveau, on est de nouveau dans une situation qui est un débat un tout petit peu malsain aujourd'hui dans ce qui se passe. Je l'ai dit, je l'ai rappelé, tout ce qui avait traversé la France avec le débat sur la déchéance de la nationalité, le rapport à la migration, les immigrés ou les migrants, je ne trouvais pas ça très, très noble. Et là, tout à coup, depuis quelques mois, bon, encore une fois, je le répète, ça fait 25 ans que j'interviens en France, vous êtes le seul pays au monde dans lequel les salles publiques ne sont interdites, les universités fermées, à l'exception de une ou deux chaque 3 ou 4 ans. Mais sinon, ça n'arrive pas. Et ça, ce n'est pas un signe problématique sur ce que j'ai à dire. C'est un signe révélateur du mal-être français. Quand la parole publique n'est pas libre et qu'on appelle à la liberté d'expression, il faut aussi regarder ses propres contradictions. Et en l'occurrence, pas de salles publiques et puis des salles privées. Et ce qui se passe, c'est que les salles privées, on ne peut pas les interdire. Il faut parfois aller très très loin des villes pour les obtenir. Ici, nous sommes, Dieu merci, très proches. Vous avez entendu ce qui s'est passé la semaine dernière à Nice, sous le Front National, mais derrière lui, il y avait eu auparavant... En fait, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Enfin, c'est pas vrai. Disons les choses plus précisément. Il y a dans tous les partis des gens qui sont d'accord pour que certains ne parlent pas. Mais il y a dans tous les partis des gens qui sont d'accord pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ceux-ci qui m'intéressent. C'est ceux qui, pour moi, sont l'avenir de la France. C'est ceux qui disent on ne construit pas la France sur la censure ou sur l'interdiction de parler. Et donc, la justice a décidé à Nice qu'on ne pouvait pas m'interdire de parler. Et le préfet, même celui d'ici, mais également le maire de Nice ou le maire de Carouette avait demandé au préfet, ça fait 25 ans que je parle, il n'y a jamais eu une seule fois dans aucune des interventions
un désordre ou Dans mes propos, jamais j'ai été mis en cause, mais en même temps, jamais de désordre ou de trouble à l'ordre public. C'est jamais arrivé en 25 ans, et Dieu sait si j'en ai fait des conférences dans ce pays. Pendant 10 ans, j'ai fait des universités populaires, d'une formation populaire, dont je venais d'ailleurs ici, à Bordeaux, à l'époque. Et donc, tout à coup, lundi dernier, on annonce au Blanc-Ménil que je vais faire une intervention. Le lundi matin, Kalachnikov et armes et mitraillettes, je ne sais pas ce qu'il y avait, ils étaient armés, ils arrivent dans la salle pour dire qu'elle n'est pas aux normes et ils ferment la salle le lundi matin. Parce que par le droit ça ne marche pas, alors il faut trouver autre chose. Et puis vient Nice, où selon les termes du maire, je ne suis pas le bienvenu. Donc je vous remercie d'être là et de me recevoir avec cette bienvenue, par votre présence, qui pour moi est juste la manifestation que les citoyens qui sont ici dans cette salle sont pour eux la liberté d'expression et le débat critique. C'est tout à la dignité de la France. Et dans les réactions que j'ai entendues, Tariq Ramadan n'est pas le bienvenu, c'est un homme ambigu dont le propos est dangereux. Et je ne l'ai jamais entendu condamner clairement les attentats. Et c'est cette phrase, en fait, qui pour moi est simplement significative. Elle prouve que M. Juppé ne suit pas ce que je dis, ou le suit de très loin, et qu'il a sans doute été dans une attitude de réponse immédiate à une question immédiate sans forcément aller vérifier ce qu'il disait, parce que s'il y a une chose que j'ai faite depuis 16 ans, en fait depuis 1996, quand ça a commencé en Égypte, c'est une condamnation systématique, et claire. Donc la condamnation, elle est claire, et puis ensuite il a rajouté à cela ses propos sur les femmes et ses propos sur la laïcité, qui est la preuve d'une certaine façon qu'en fait, il n'est pas au courant du dossier. C'est une faute politique, à mon sens, de dire une chose comme ça dans la précipitation. Est-ce que je propose à ceux qui continuent à entretenir de tels propos, c'est de faire attention à ce que nous ne tombions pas dans une espèce de superficialité. C'est dans l'air du temps de stigmatiser, alors on va choisir une personne ou un propos. J'appelle simplement les responsables politiques à l'écoute, à faire le travail en fait. La seule attitude républicaine, c'était d'être dans la salle ou de parler avec moi directement. Il n'y en a pas d'autre. Mais de m'interdire et la censure, ce n'est pas possible. Ou alors on est en contradiction avec ses propres valeurs. Le sujet est donc clos. Ce que je voulais dire, c'est que le sujet sur les clés du vivre ensemble est un sujet vis-à-vis duquel ce soir, moi, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas vous entretenir pendant 1 heure d'un sujet pour vous faire du bien, mais c'est qu'ensemble, par rapport à ce sujet, nous comprenions les uns et les autres, citoyens français, que vous soyez athée, agnostique, juif, chrétien, musulman, que vous soyez hindou, bouddhiste, de quelque confession ou affiliation que vous soyez, à partir d'un certain moment, le vivre ensemble est une responsabilité, ce n'est pas simplement un rêve et une espérance. Et que ce qui m'intéresse, c'est qu'on passe ce soir de l'expression d'un espoir à la nécessité de la prise en charge, c'est-à-dire nos responsabilités. Donc, mon intervention ce soir, elle ne sera réussie que si, en l'occurrence vous dans cette salle, ou ceux qui nous écoutent maintenant sur les réseaux sociaux, ça fait quand même un certain nombre d'années que tous ces propos sont tout à fait publics, tout ce que je dis, et donc quand on dit qu'il y a double discours, je ne sais pas où je le tiens, peut-être derrière la scène. Et donc, en l'occurrence, c'est effectivement de se dire comment est-ce que cet état de fait, ce vivre ensemble, comment est-ce qu'ensemble on doit y travailler. Donc c'est un appel à la responsabilité personnelle et collective que j'aimerais partager aussi avec vous ce soir, et non pas simplement une série d'idées qui font rêver, ou d'idées qui... parce que certains des journalistes qui sont là, ou d'autres qui ne sont jamais venus écouter, ils disent « Ah, ce soir, il avait un discours apaisant. » Mais ça fait 25 ans que j'apaise. Ceux qui sont sur moi sur le terrain aux États-Unis, ou qui sont en Angleterre, ou qui sont en Belgique, comme Philippe Moureau qui disait « Mais lui, il nous a aidés à lutter contre la radicalisation. Il est sur le terrain. Ce propos que je suis en train de tenir est la meilleure des garanties contre la radicalisation. Et la meilleure des garanties contre les dérives. Il est très exigeant. Il n'est pas exigeant simplement par rapport à ceux qui dérivent, il est exigeant par rapport à ceux qui observent les dérives. Et les politiques et les citoyens, tous ensemble, nous tous ici.
Il ne s'agit pas d'être assis et de critiquer les politiques, de ne pas faire ce qu'ils doivent faire, c'est aussi de se poser la question, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on devrait faire de plus, quel devrait être notre engagement pour que les choses changent là où nous sommes. Et premier élément, c'est que il y a 18 ans de cela, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam ». Ce livre, il a été republié en septembre par un autre éditeur, il s'appelle « Être occidental et musulman aujourd'hui ». 18 ans plus tard, le livre n'a pas pris une ride. Malheureusement, le livre reste d'actualité. Et il y a 18 ans de cela, j'écrivais « Il faut aujourd'hui que nous passions au troisième âge de notre présence ensemble dans les sociétés occidentales, aux États-Unis, en Europe et en particulier en France. » Et la France, elle a une responsabilité majeure pour deux raisons. La première, c'est parce que, historiquement, le temps de la présence des populations qui sont d'abord venues comme immigrés et qui se sont maintenant installés et qui sont des citoyens de confession musulmane, eh bien, le temps historique est plus long. Donc on a une mémoire qui est plus longue, un temps qui est plus long. C'est pas la même chose que dans mon pays, la Suisse, ou comme dans l'Italie, ou dans d'autres pays où la présence est beaucoup plus récente. Donc le temps historique ajoute à la responsabilité historique de l'expérience. Et puis la deuxième des choses, c'est que, proportionnellement à la population générale, les Français de confession musulmane et les musulmans de France sont aujourd'hui les plus nombreux de tous pays occidentaux jusqu'aux États-Unis, c'est-à-dire que le nombre est très important. C'est très important d'ailleurs par rapport à la population générale, mais c'est très important aussi par rapport à d'autres communautés. Les deux communautés les plus importantes proportionnellement à la population générale, les musulmans et les juifs ici, ont une responsabilité majeure de réussir non pas simplement le vivre ensemble, mais ce à quoi j'appelle, c'est le faire ensemble. Le troisième âge, c'est travailler ensemble, c'est faire ensemble, ça n'est pas vivre ensemble. C'est comme quand on dit la coexistence. Dans la coexistence, vous pouvez être l'un à côté de l'autre et puis vous coexistez, mais ne vous interagissez pas, vous n'êtes pas ensemble. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas vivre ensemble, c'est-à-dire tant que c'est la paix, ça va, non. Ce n'est pas uniquement la paix de l'ignorance mutuelle, c'est l'agir ensemble du respect mutuel. C'est autre chose, c'est encore plus important. L'avenir de la France, c'est le respect de l'agir ensemble, non pas la coexistence de la potentielle ignorance de l'autre. Et ça veut dire que ça nous demande à chacun d'entre nous une responsabilité majeure. Pour faire ceci, la première des choses à laquelle je nous appelle tous, à mon sens aujourd'hui, intellectuellement et psychologiquement, l'un des plus gros mots de notre siècle naissant, c'est que partout où vous allez, vous rencontrez des femmes et des hommes qui prennent une posture victimaire. Nous sommes les victimes des autres, partout. Ça va même très haut, puisque quand j'avais réagi directement après 2001, la semaine où j'étais intervenu aux États-Unis en 2001, souvenez-vous que George W. Bush, quand s'abattent aux États-Unis les actes de terreur et l'horreur de 2001, le premier mot qu'il emploie, il dit « Nous sommes les victimes de ce qui est en train de se passer ». Et eux disaient « Non, c'est nous les victimes de ce que vous faites ». Et dans un monde de victimes, on cherche les responsables. En l'occurrence, aujourd'hui, si on entretient en France, il y a eu des victimes. Et il faut condamner ce qui s'est passé, tous les actes. Mais à partir d'un certain moment, on ne peut pas, toute notre vie, nous positionner comme les victimes de ce qui est en train de se passer. Il faut passer de la victime au sujet. Nous sommes des sujets, nous sommes responsables. De la même façon que je dis aux musulmans à travers le monde, comme aux Français de confession musulmane, et ceux qui ont suivi ce que je dis depuis des années savent que c'est un leitmotiv permanent que je répète, nous ne sommes pas des victimes, nous devons devenir des sujets citoyens qui prenons leurs responsabilités. Il faut aujourd'hui, pour relever le vivre ensemble et l'agir ensemble, passer de la psychologie de la victime à la détermination des sujets. La détermination des sujets, c'est-à-dire j'ai des responsabilités humaines et puis j'ai des responsabilités citoyennes. La citoyenneté, ce n'est pas une liste de droits que je réclame, c'est un corps de responsabilités que je dois pouvoir également reconnaître et dans lesquels je dois m'engager.
Et c'est ça, aujourd'hui. Le vivre ensemble, c'est un vivre ensemble et un agir ensemble de sujets, sujets humains, femmes et hommes, sujets citoyens engagés de cette même façon. Et ça, c'est très important parce que la psychologie qui naît des peurs respectives et de la méfiance respective fait qu'à partir d'un certain moment, c'est toujours l'autre le responsable de mon problème. Parcourez l'Afrique, parcourez le monde arabe, parcourez l'Asie, et vous vous rendez compte que souvent le discours, c'est eux, c'est l'Occident qui fait que nous sommes dans cette situation-là. La responsabilité de l'Occident, des anciennes colonies, de la spoliation, bien sûr elle existe, mais la corruption, les systèmes scolaires, le fait qu'il n'y a pas d'égalité, c'est pas l'Occident, c'est les sociétés majoritairement ou musulmanes ou les sociétés africaines. Quand je vais en Afrique et je dis « ne dites pas que c'est Washington qui est responsable de la corruption dans ce pays, c'est nous, ici, en Afrique, les responsables ». Donc à partir d'un certain moment, il ne faut pas simplement balayer devant sa porte, il faut ouvrir sa conscience critique sur ce qui se passe. Et de la même façon, dans les cités, dans les banlieues ou dans la société française, ça n'est pas simplement un discours de victime qu'il faut entretenir. Il faut maintenant devenir des sujets. Devenir des sujets, ça veut dire mon destin, il est dans ma conscience et il est dans mon engagement. Pas tout seul, pas contre, avec. C'est ça aussi le secret. De la même façon qu'il faut, et c'est ce qui ne m'avait pas plu dans le discours politique de certains, après ce qui s'était passé et les actes terroristes ici, c'est de dire que finalement on était les victimes et que la guerre commençait parce qu'ils nous faisaient la guerre. Sur le plan international, c'est bien plus complexe que ça. Ça ne justifiera jamais de tuer des innocents, ni à Londres, ni à Madrid, ni à Istanbul, ni à Bassam, ni à Ouagadougou, ni partout dans le monde, ni à Paris, ça ne justifiera jamais le meurtre. Mais on doit avoir une attitude sur la question politique qui soit plus large. Que faisons-nous et quel est notre positionnement sur le plan international? Donc ça commence, ce vivre ensemble et cet agir ensemble, sur une conscience très profonde de nos responsabilités et du regard critique que nous portons sur nous-mêmes en tant que sujet. Donc un appel ici, à vous, ici, à Bordeaux et dans la région, de considérer qu'est-ce que l'on peut faire à partir du moment où on se considère comme sujet. Et il y a des conditions. Il y a des conditions pour réussir ce vivre ensemble, et il y a des conditions pour réussir cet agir ensemble. Et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est 4 axes sur lesquels il faut se concentrer pour se dire, c'est là où nous devons travailler, c'est dans ces espaces que nous devons développer une vraie conscience humaine et une vraie conscience citoyenne pour que nous puissions développer effectivement le fait de pouvoir être ensemble, pas simplement un soir dans cette salle, parce que si vous voyez cette salle, elle est à l'image de la France, elle est multicolore, il y a des gens qui viennent avec des mémoires de toutes parts, qui viennent avec, vous êtes de diverses mémoires et de diverses couleurs. Et ça c'est la France aussi. Mais au-delà d'une salle où on se réunit pour écouter une personne, il y a à partir d'un certain moment un projet social à construire ensemble. Et le premier espace, il est celui de l'école et de l'éducation. Ça commence à l'école et ça commence dans l'éducation. Moi, je suis issu de l'école laïque genevoise. Je suis né en Suisse et toute ma vie a été dans l'école où je rencontrais des Suisses qu'on appelait à l'époque des vrais Suisses, et on avait des Espagnols, et on avait des Italiens, et on était de toutes les religions, et on vivait ensemble à l'école. Et ce qui était déterminant n'était pas simplement l'école qui accueillait tout le monde, c'était, et ce devait être aussi, ce que nous enseignons. Or aujourd'hui, dans nos écoles, il ne faut pas simplement que l'on passe à la structure scolaire. Oui, il faut des écoles où nous soyons ensemble. Je l'ai dit et je l'avais écrit il y a 18 ans, et le texte est réapparu comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas, moi, et je ne pense pas que le projet de l'avenir, ce soit des écoles privées confessionnelles où on s'isole. Je peux comprendre qu'on le fasse quand, dans des cités, à un moment donné, les écoles qu'on nous offre sont des écoles de seconde zone et que ça permette d'avoir accès à un meilleur savoir, si et seulement si
toute la philosophie de l'école n'est pas l'isolement par rapport à la société, mais l'interactivité sur le plan des connaissances et sur le plan de la proximité, ce qui n'est souvent pas le cas. Souvent, c'est une école qui se ferme pour protéger, et il faudrait une école qui s'ouvre pour partager. Et ça veut dire que dans les écoles, aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir, non pas simplement, d'abord, bien entendu, l'espace géographique, où se trouve l'école et quel type d'école, une véritable école où on vient ensemble et on apprend ensemble, mais ce qui est aussi déterminant, c'est ce que l'on enseigne. C'est ce que l'on enseigne. Dans un ouvrage qui est malheureusement un de mes préférés et un de ceux qui est le moins lu, qui s'appelle L'autre en nous, pour une philosophie du pluralisme, je mettais en évidence que nous sommes en face aujourd'hui d'une exigence scolaire déterminante sur les disciplines. Il y a des disciplines qui sont aujourd'hui absolument inévitables et pour lesquelles il faut donner une place centrale dans notre enseignement. La première de ces disciplines, si on veut vraiment vivre ensemble et qu'on veut construire une mémoire commune avec un espoir commun, le plus important à un moment donné, c'est pas de se poser la question pendant toute sa vie d'où tu viens. C'est à un moment donné, si on veut faire ensemble, c'est où on va ensemble. Mais quand on va ensemble, le dessin de l'avenir suppose qu'on est solide sur la mémoire. Et à un moment donné, il faut absolument que dans nos écoles, au niveau de l'éducation nationale, on pense à l'enseignement de l'histoire. L'enseignement de l'histoire qui soit inclusif, refusé de toute la force de sa conscience citoyenne, la lutte et le conflit des mémoires. Mais l'addition des mémoires pour faire histoire. L'addition. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous le voyez, vous avez entendu ce qui s'est passé avec la célébration du 19 mars, à un moment donné, c'est comme si, est-ce qu'il fallait pas, comment on se situe par rapport à l'Algérie, est-ce que c'est une reconnaissance ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire au fond dans cette commémoration? C'est que la mémoire, elle est encore blessée, n'est-ce pas? C'est qu'il y a quelque chose qui reste de ce qui s'est passé avec l'Algérie, qui aujourd'hui, on a des Français de confession musulmane ou qui ne sont pas de confession musulmane et qui ont une mémoire algérienne. Comment on fait pour intégrer sereinement les mémoires à l'histoire commune? Il ne faut pas que nous rentrions dans le vivre ensemble uniquement de façon comme ceci, le rêve du vivre ensemble. Il y a des décisions politiques à prendre, et il y a des engagements à prendre. L'enseignement de l'histoire, aujourd'hui nous sommes tous dans des mémoires qui sont... On oublie trop vite les choses, et on recommence les mêmes erreurs. À des moments donnés, j'entendais en France, même par rapport à la lutte sur la question de la violence et du terrorisme, des choses dont on avait entendu 15 ans auparavant aux États-Unis et qu'on n'étudie même pas. Nos mémoires deviennent courtes. Nous avons le temps d'Internet ou le temps des prochaines élections. Mais l'histoire, le temps de l'histoire est beaucoup plus long. Il faut enseigner ceci. Et si l'école ne le fait pas, il faut aussi que les parents se chargent de cette histoire, de cette mémoire, non pas en compétition avec les autres mémoires, mais en additionnant ces mémoires. Sinon, on va continuer ces luttes par rapport aux mémoires qui sont respectives. Ce vivre ensemble-là, il est très important. L'autre chose qui manque, et on le voit, c'est nous sommes dans une ère de l'émotivité, de beaucoup d'émotivité, de beaucoup de peur. Est-ce qu'il faut, par rapport à nous, au-delà de ces questions de l'éducation, alors ce que je disais, excusez-moi, la première discipline, c'était l'histoire. La deuxième discipline, vis-à-vis de laquelle je pense qu'il faut que nous nous réconcilions, et qui est importante, c'est les vraies questions du pourquoi, les questions fondamentales du sens. Et c'est la philosophie. Aujourd'hui, il faut réintroduire la question du sens. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent d'horizons différents, avec des religions différentes et des philosophies différentes, eh bien, ces questions-là, elles doivent être centrales. C'est aussi ce qui peut nous unir, les vraies questions du pourquoi. On n'a peut-être pas les mêmes réponses, mais on a souvent les mêmes questions. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut aussi réintroduire ceci. Le troisième enseignement sur lequel il faut absolument que nous insistions, c'est l'histoire des religions. C'est le fait religieux, pas le catéchisme, mais le fait religieux. Comment voulez-vous vivre avec des gens qui sont d'autres traditions religieuses si vous ne connaissez rien de la vôtre et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un fait religieux? Être ignorant du fait religieux quand vous vivez dans une société où on ne parle que du religieux, où les religieux, où la religion est un problème social, c'est un problème.
Et donc il faut équiper nos jeunes à comprendre ce que c'est, et nous équiper nous-mêmes. On ne peut pas supposer qu'on pourra vivre ensemble dans le pluralisme et la pluralité si on produit des ignorants de ce dont le pluralisme de ce qui constitue ce pluralisme, justement. Donc là aussi, on doit entrer dans une réflexion sur cet enseignement-là. La philosophie, le fait religieux, l'histoire, et il y en a un autre élément que je vais vous surprendre. Quand je dis que je suis de nationalité suisse, de mémoire égyptienne et de culture européenne et française, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui me façonne? Ce qui me façonne, c'est quelque chose dont on parle tellement peu, et qui pourtant, quand vous êtes né en France, quand vous avez vécu en France, quand vous parlez la langue, il y a tout un substrat culturel qui est lié à l'art et à l'imaginaire. Il faut enseigner ça. Il faut enseigner de l'art, il faut enseigner l'imaginaire, il faut enseigner la créativité, d'où ça vient. Parce que vous sentez bien, quand vous êtes français, que vous voyez, il y a quelque chose de culturel qui passe. Et le culturel, ce n'est pas le divertissement, ce n'est pas uniquement la culture du sport et la culture de la danse. Je n'ai rien contre le sport, au contraire, rien contre la danse. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut donner de la densité artistique, créatrice à nos enseignements. C'est-à-dire créer et devenir un esprit qui peut créer quelque chose de l'art, de la littérature. C'est pour ça que pour moi, quand on vient vers moi, on me dit « Vous êtes vraiment français ?» Mais attendez, mais toute ma culture vient de là. Je veux dire, ma maîtrise, elle était sur Baudelaire et Rimbaud. Toute la culture fondamentale qui me constitue, elle vient de cette littérature-là. Et il faut l'enseigner, parce que ça, c'est l'accès au beau, l'accès à la forme, l'accès à l'imaginaire. On ne va pas vivre ensemble en niant nos imaginaires. On va vivre ensemble quand on va les approfondir, quand on va les enseigner, quand on va les célébrer. Ça me paraît tellement essentiel dans l'enseignement, tellement essentiel, cette littérature. Moi, j'avais des étudiants, je leur parlais de Victor Hugo, je leur parlais de Baudelaire, on s'aperçoit, sur la question philosophique, il n'y a pas de densité. Sur la question du fait religieux, tu leur parles de Moïse, tu leur parles de Caïn, c'est qui? Et à partir d'un certain moment, mais comment vous voulez faire sens dans l'avenir si vous êtes dérouté dans les racines? Comment vous faites? Sauf à vouloir créer quelque chose qui est une espèce de vivre ensemble couscous, quoi. Viens, on va manger ensemble. Notez, c'est important, ça. C'est très important de manger le couscous ensemble, et les frites, et tout ce qui sont les plats nationaux. Tout ce que sont les... Mais c'est vrai, c'est important, ça aussi, culturellement. Mais ce n'est pas mon sujet. Ici, dans ce deuxième élément, qui est... au-delà de cet enseignement, ce que vous voyez et qui doit constituer le début de cet agir ensemble, c'est la communication. La communication, elle est essentielle. Et la communication, elle ne peut pas être si on est isolé. Raison pour laquelle, depuis 20 ans, et je le répète aujourd'hui, il faut, quand la méfiance s'est installée et qu'on aurait tendance à se retirer du champ de la discussion, devenir invisible pour faire le contraire. Faire exactement le contraire. Quand la peur s'installe et vous pousse au retrait, la force psychologique citoyenne doit vous ramener à la discussion. Parce que c'est le seul moyen. Quand la méfiance s'installe, c'est la communication qui fera la confiance. Donc il faut communiquer, il faut écouter. C'est pour ça que je dis, loin de tout ce qui se dit par les politiques qui peuvent entretenir la peur, finalement la France, elle ne se fait pas par les discours des politiques, elle se fera par le dialogue des citoyens. C'est ça la France de demain. Et loin de toutes ces discussions et de ces peurs qui sont entretenues, sur le terrain, la communication. Écoutez, c'est pour ça que je dis souvent aux citoyens français de confession musulmane, faites attention, quand vous voyez des peurs chez vos concitoyens, ne confondez pas la peur du citoyen avec l'instrumentalisation de la peur du politique. C'est différent. Quelqu'un qui peut voter pour le Front National parce qu'il a peur, c'est pas exactement la même chose que l'entretien que ce parti va faire de la peur. Et nous, il faut respecter les peurs. Pourquoi? Parce que franchement, aujourd'hui, quand on entend ce qu'on entend sur l'islam et qu'on voit ce que l'on voit, si t'as pas peur, t'es pas normal. Mais c'est vrai. Donc à partir d'un certain moment, respectez la peur. Et c'est quoi respecter la peur? Parle. Et si tu me critiques, et si la religion, tu as un problème avec le statut des femmes, ou tu as un problème avec la violence, parle.
Parce que quand je t'écoute et je comprends d'où tu parles, on va pouvoir régler les choses ensemble dans le dialogue. Le silence dans la peur, c'est l'entretien de la méfiance. Mais la communication dans la peur, c'est l'espoir de la confiance possible. Il nous faut plus de confiance, il faut plus de communication. Et plus de communication, c'est pas simplement... Vous savez, la communication, c'est pas... moi, je suis français, de confession musulmane, on va parler de l'islam. Mais il n'y a pas qu'un seul sujet de discussion. Et je dis souvent aux Français de confession musulmane, arrêtez de parler de l'islam. Parlez de vous, parlez de votre parcours. N'en faites pas une obsession, tellement c'est devenu central dans la peur qu'on ne parle que de ça. On ne nous voit que quand on parle de ça. Alors qu'il faudrait parler de toutes les autres choses de la vie. La vie, c'est pas que ça. La vie, c'est la justice, c'est la dignité, c'est tout ce dont on va parler tout à l'heure. C'est ça qui fait une société. C'est pas on parle que de ce qui te fait peur. Non, en parlant d'autre chose que ta peur, tu verras que je suis comme toi. Je te ressemble. Et ta peur peut faire écho à la mienne. Mais ce n'est pas en parlant que de nos peurs qu'on fait la confiance. C'est aussi en parlant d'autre chose. C'est pour ça que parfois, le repas est important. C'est pour ça aussi que la convivialité est importante. Illich avait raison, la convivialité, être convivial, ton voisin communique, le voisin communiquer, écouter. Et communiquer, c'est pas bien, je vais te parler. Parce qu'il y en a, quand il y a des musulmans, quand tu leur dis communiquer, ils pensent c'est la darwa. C'est comment je vais les convertir. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. La communication commence toujours par l'écoute. Toujours par l'écoute. Pour entrer. Mais c'est important. Mais vous avez bien compris que derrière tout ce que je dis, c'est ouvrir les cloisons, sortir de nos isolements. Parce que ceux qui peuvent politiquement avoir envie de nous isoler, ils vont entretenir la peur qui va entrer. Vous savez où est-ce que le Front National et tout ce discours qui fait peur est là, gagne le plus de terrain? Ce qu'on fait statistiquement aujourd'hui, c'est dans les zones périurbaines. Dans les zones périurbaines, c'est là où il n'y a pratiquement pas de musulmans. Là où il n'y en a pas, la seule image que l'on a du musulman ou du noir ou de l'immigré, c'est la télévision. Où on parle d'eux. Et donc là, vous avez des votes qui vont aller et qui vont entretenir la peur. Donc ça veut dire quoi? Une présence dans le dialogue, l'écoute, diminue ces peurs, crée de la confiance. Et donc la communication, c'est de l'action. C'était en linguistique, il y avait un livre qui était très beau, c'est « Parler, c'est agir ». Communiquer, c'est agir. Et c'est une communication aussi sur laquelle il faut beaucoup insister. Vous savez pourquoi aussi c'est important? Souvent on me pose la question, quel est l'objectif de Boko Haram, de Daesh, de ISIL, comme on dit en anglais, de l'État? Quel est leur objectif aussi dans ce qu'ils sont en train de faire? Il y a des objectifs qui sont politiques qui les concernent là-bas, mais essayez d'imaginer pourquoi ils envoient et pourquoi ils tuent ici. Ceux qui tuent ici, quel est leur objectif pour nous ici? Il y a deux messages. À la société majoritairement occidentale de ceux qui ne sont pas musulmans, c'est de leur dire l'islam, c'est dangereux. Aux musulmans, c'est ils ne vous aiment pas. C'est fracturer la société. Ils ne vous aimeront pas. Et je peux vous dire que j'entends des gens qui sont comme ça, qui disent « mais ils ne nous aimeront jamais ». Et aux autres, attention, c'est dangereux. L'objectif de Daesh est la fracture, et derrière la fracture, qu'est-ce qu'il y a? Les deux camps se sentent victimes. L'islam, c'est dangereux. Victime, ils ne nous aiment pas. Victime, bienvenue au monde des victimes, où personne n'est responsable et tout le monde a peur. La réaction, c'est exactement le contraire. L'enseignement qui affirme une tête bien faite, et deuxième élément, la communication qui crée la confiance là où on veut faire de la rupture. La meilleure résistance, c'est ça. C'est pas simplement faire des centres de déradicalisation, de radicalité. D'accord, on peut y aller. Mais là, maintenant, on a tous une responsabilité, tous, dans ce travail-là, au niveau où nous sommes. Il y a une chose dont on parle aussi beaucoup. L'histoire a fait en sorte que pour des raisons de facilité sociale, on a créé des zones où on mettait des gens qui venaient d'arriver dans les mêmes lieux. La politique urbaine a
provoquer des fragmentations géographiques, des sectorisations. On entend beaucoup parler maintenant, je l'ai entendu de vos ministres, mais je l'entends en Angleterre, je l'entends aux États-Unis, de la notion essentielle de la mixité sociale.